Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Émission spéciale cette semaine. Pendant près d'une heure, on va passer en revue le nouveau paysage politique en Pays de la Loire tel qu'il se dessine après l'élection présidentielle et à l'issue d'une semaine de négociations intenses. À droite comme à gauche, une semaine d'accords et de désaccords. Le troisième tour, comme on l'appelle désormais, a débuté et sur les chapeaux de roue. Une grande recomposition que l'on va décrypter avec 4 invités autour de la table. Jean Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes, spécialiste de géographie électorale. Ça nous sera bien utile pour dresser une radiographie du vote dans notre région. Avec des enjeux très forts évidemment sur le scrutin à venir. Vous nous donnerez votre analyse, Arnaud Leclerc. Bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes. Et puis 2 journalistes également avec nous. Nicolas Crozel, journaliste à France Bleu Loire-Océan. Bonjour. Bonjour. On verra notamment avec vous les enjeux autour de la Loire-Atlantique. Et puis enfin, Serge Danilo. Bonjour à vous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du Mail Libre. Vous suivez attentivement, évidemment, l'actualité politique en Sarthe. Alors avant de vous entendre tous les 4 sur les grandes manœuvres de cette semaine, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire et voir ensemble d'où est-ce que l'on part les résultats de la présidentielle dans notre région. Comment a-t-on voté en Pays de la Loire? Petit rappel et résumé signé Vincent Rénal et Carole Mijon. La politique sans dessus-dessous. Cette élection présidentielle aura chamboulé les esprits, rebattu les cartes et fait pas mal de dégâts collatéraux. Au soir du premier tour, on compte déjà les morts. Au terme d'une campagne ratée, la candidate PS Anne Hidalgo recueille 2% des suffrages en Pays de la Loire. Le Vert Yannick Jadot 6% et cataclysme chez les Républicains Valérie Pécresse 5%. Ici, il manque 33 000 voix à Jean-Luc Mélenchon pour devancer Marine Le Pen. Le scénario de 2017 peut se rejouer. Ce sera Macron-Le Pen, une fois encore. Cette fois, le Front républicain est un peu poussif. L'abstention culmine à 23,6% dans la région, mais ça passe. Emmanuel Macron qui est réélu président de la République. À Nantes, Emmanuel Macron fait même un score de compétition avec 81%. Et il est en tête dans nos 5 départements. Pourtant, au sein du staff La République En Marche, la bamboche, c'est pas ça. Plus que jamais en embuscade, l'extrême droite obtient 180 000 voix de plus qu'il y a 5 ans en Pays de la Loire. Une France clivée et un 3e tour mystère dans quelques semaines. À l'heure des grandes manœuvres au sein des partis, difficile de parier sur ces législatives. La majorité présidentielle détient depuis 5 ans 24 circonscriptions sur 30 en Pays de la Loire. Voilà pour ces images, elles datent d'il y a 15 jours. C'est assez saisissant, on a l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Est-ce que déjà tout est oublié, ce qui s'est passé pendant cette élection présidentielle, Nicolas Crozel? Alors tout, certainement pas. Je pense qu'il y a des courants structurants qu'on va voir certainement rejaillir lors du scrutin de juin. Ce qui a beaucoup bougé, c'est les discussions, les tractations au sein même des partis ou en tout cas des courants politiques ou entre différents courants qui peuvent s'allier. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'on a l'impression qu'on a basculé très vite dans cette campagne législative. En tout cas, nous, les observateurs, avec le coup de force quand même, on va le détailler, mais celui de Jean-Luc Mélenchon, je pense, qui, en termes de communication politique, est allé très fort, faisant oublier qu'il n'était même pas le 3e, qu'il n'était pas au second tour, qu'il était le 3e homme, en étant avec cette communication sur Mélenchon, élisez-moi Premier ministre, puisque vous n'avez pas pu m'élire président. Et on a polarisé l'attention là-dessus, autour de lui, dans un scrutin qui n'est pas censé être le scrutin pour élire un chef, les législatives. Et c'est, je trouve là, en tout cas, un tour de force politique. Je ne sais pas s'il sera efficace électoralement, mais politiquement et en termes de stratégie de communication, c'était intéressant. Serge Danilo, sur le terrain, est-ce qu'on a déjà oublié cette présidentielle, les électeurs, les habitants de la Sarthe? Alors en tous les cas, sur le terrain, les habitants sont peut-être ne sont pas encore dans les élections législatives, mais en tous les cas, les militants, notamment du Parti socialiste, je peux vous dire ils sont un peu chamboulés en ce moment du côté d'une fédération qui est un peu opposée à ce qui
s'est constitué ces dernières heures. Et on va en parler tout à l'heure. On va regarder quand même ce comparatif entre le résultat du scrutin en 2017 et celui 5 ans plus tard en 2022. Quand on voit ces deux cartes-là, on ne peut vraiment pas dire qu'il ne s'est rien passé, que c'est un statu quo. Il s'est passé quand même beaucoup de choses, Arnaud Leclerc. On voit les couleurs qui changent, évidemment, les Républicains balayés, la France Insoumise qui se maintient, le Rassemblement National qui progresse, Emmanuel Macron aussi qui progresse. Il y a eu des enseignements à tirer de ce scrutin. Mais il y a d'abord une confirmation, c'est que notre espace politique, il est désormais structuré autour de 3 pôles. Et on l'avait déjà en 2017. Et on l'a à nouveau en 2022. Il y a un pôle de droite radicale, il y a un pôle de gauche radicale, et puis il y a le pôle d'Emmanuel Macron au milieu. Et ça implique que les anciens partis de gouvernement, qui étaient le Parti socialiste et les Républicains, on l'avait vu déjà en 2017, reculaient très fortement, et là finissent par s'écrouler et sont en voie de disparition. Jean Rivière, en quelques mots, pas de surprise, les plaques sont en train de bouger, mais quand on regarde cette carte 2017-2022, est-ce qu'il y a de quoi avoir des surprises ? Non, effectivement, on a une forme de simplification. En tout cas, c'est ce que tend à montrer cette carte. On en verra d'autres, peut-être plus complexes ou plus nuancées au cours de l'émission. Je suis d'accord avec ce que disait mon collègue sur cette question de la tripartition. Et puis, il ne faudrait pas oublier un quatrième ensemble, qui est celui que forme le quart de la population inscrite qui s'est abstenue. Et cette abstention, elle est extrêmement importante parce qu'on verra que dans la manière de se projeter vers les différents scrutins législatifs, en fonction des circonscriptions, elle va avoir un rôle important parce qu'en fonction du niveau de participation, ça va très fortement orienter les résultats. Alors, on va parler d'abord de la gauche. On va passer en revue les différentes tendances politiques de gauche et de droite pour voir qui a perdu des plumes, qui s'est renforcé depuis ce scrutin. On commence donc par la gauche. On va parler bien sûr dans un instant de cette nouvelle alliance. On ne sait pas trop comment l'appeler, NUP, NUPES, en tout cas Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. On va parler de ses chances de succès dans la région aux législatives. Mais d'abord, regardons une à une les forces qui la composent. Ou d'abord qui ne la composent pas. On va regarder les résultats des deux partis trotskistes à la présidentielle. Moins d'1% des voix dans la région. Ils n'en feront pas partie. Lutte ouvrière maintient des candidats un petit peu partout. Le NPA a refusé l'accord cette semaine. Ce n'est donc pas, Arnaud Leclerc, un grand écart idéologique au sein de cette alliance des gauches sans le NPA. Alors, on peut le dire comme ça, mais d'abord, c'était quand même très près que ça puisse se faire, donc c'est pas complètement une option interdite pour l'avenir. Puis je crois qu'il faut aussi avoir en tête que les accords qui se font aujourd'hui sont d'abord des accords électoraux en vue des législatives. C'est loin d'être une recomposition politique programmatique pour des années à venir. Ça, c'est un mystère qui nous occupera à partir de la rentrée prochaine. On va regarder le score du Parti communiste maintenant, qui a donc fait cavalier seul pendant cette élection présidentielle. Cette fois, il sera donc dans l'accord de la gauche, avec 3 circonscriptions à la clé. Quand on regarde le score à la présidentielle, appelle plus de 2%. C'est quasiment une aubaine, Nicolas Crozelle, pour les communistes. Ça dépend comment on voit les choses, verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Une aubaine, quand vous êtes communiste, c'est que vous avez Guérande ou les Herbiers Montaigu. Bon, c'est pas forcément très gagnable. On va voir justement comment se répartissent les circonscriptions entre les différentes forces de gauche. C'est assez intéressant. C'est qu'il y a le nombre et il y a là où elles sont positionnées. Après, effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait pu s'attendre de la part des Insoumis à faire boire le calice jusqu'à la lie aux communistes, parce qu'on l'a vu dès le lendemain du premier tour. Quand Jean-Luc Mélenchon rate sa qualification, beaucoup d'insoumis ont dit c'est la faute principalement des communistes, parce que jusqu'à présent ils étaient avec nous et là ils sont pas avec nous, et si on additionne Roussel et Mélenchon était au second tour. Donc si on regarde uniquement pour les circonscriptions communistes, il y en a donc 3 dans notre région. Donc si de ce côté-là, de ce point de vue, on peut dire que finalement le PC s'en sort pas trop mal, avec la possibilité de participer à cette union et d'être représenté et d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. C'est ça l'enjeu, même si ce sera juste. Surtout qu'il aurait pu y avoir des rancœurs beaucoup plus fortes entre insoumis et communistes. Mais l'image de Jean-Luc Mélenchon, c'est de vouloir rassembler autour de lui tout le monde. Donc, peut-être aussi de passer au-dessus de certaines petites rancœurs et querelles d'il y a encore quelques jours. Alors, la seule ville communiste de notre région, c'est Allonne. On a regardé évidemment de près ce qui s'y est passé pendant la présidentielle. Finalement, le candidat communiste Fabien Roussel arrive très loin derrière Jean-Luc Mélenchon au premier tour et surtout derrière Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire, Serge Danilo, que les classes populaires n'ont pas suivi le candidat communiste, notamment à Allonne ? Alors, ce n'est pas un phénomène non plus très nouveau, puisque depuis une bonne dizaine d'années, les scores qu'obtenait Marine Le Pen et auparavant son père Jean-Marie Le Pen aux différentes élections avaient tendance quand même à
avoir une dynamique plutôt positive. Là, il se trouve que la nouveauté, même si l'écart est quand même très, très, très infime, je crois que c'est moins de 20 voix qui les séparent, donc c'est infime, mais elle passe devant au premier tour, donc c'est un signe qui peut inquiéter une des dernières mairies, enfin en tous les cas la dernière mairie communiste du département de la Sarthe. Jean Rivière, le vote communiste, sociologiquement, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il représente quelque chose quand on voit les résultats à l'échelle de la région? Cette région des Pays de la Loire, ce n'est pas une des régions dans lesquelles on retrouve des bastions ou des zones de force du Parti communiste. On n'est pas à l'intérieur de la Bretagne, dans le Trégor rouge, ni en Ariège, ou dans ces secteurs-là. On est plutôt, quand on regarde la carte, du côté des secteurs à la fois populaires et historiquement industriels autour de Saint-Nazaire. Mais ça reste des niveaux qui sont quand même relativement faibles par rapport à ce qu'on observe ailleurs. Il y a une cristallisation dans l'isoloir aussi. Beaucoup d'électeurs de gauche ont hésité jusqu'au dernier moment. Et c'est difficile. Il faudrait être capable d'analyser le poids de la personnalité de Fabien Roussel, qui est un candidat communiste qui a certainement séduit. Et qui a fait campagne à Nantes, notamment, avec ses apés Roussel qu'il avait lancés à Nantes. Mais qui a un côté sympathique, qui a joué cette carte-là aussi. Et puis qui avait un discours sur l'énergie et le nucléaire qui était différent des autres forces de gauche et qui pouvait aussi peut-être trouver là, séduire une partie de l'électorat. Ouais, pourtant, le pari n'est pas complètement réussi. Loin de là, aujourd'hui, quand on regarde la composition politique, c'est évidemment la France Insoumise qui mène la danse. 17 circonscriptions, a priori, pour LFI au sein de cet accord NUPES. On va revoir la carte dans notre région, une région rouge, donc. Qu'est-ce que ça veut dire de ce qui s'est joué politiquement ces dernières semaines, Arnaud Leclerc? Est-ce que la gauche ligérienne est menée, comme nationalement d'ailleurs, par LFI et sans partage? Il faut avoir en tête que ce qui s'est passé là, dans cette négociation, la construction de cet accord, c'est d'abord un accord d'appareil avec une logique nationale. Et donc, il y a d'abord un terrible aveuglement aux réalités locales, aux candidats qui sont crédibles, etc. Dans un département comme la Loire-Atlantique, on peut dire pratiquement que toutes les têtes d'affiche qui existent, qui ont commencé à être crédibles politiquement ces dernières années, sont liquidées par l'accord. C'est donc, ça donne quelque chose, c'est vraiment une construction nationale avec un appareil qui décide. Et donc, comme dans la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est nettement devant, c'est ce qu'a structuré la construction de l'accord. Combien même, dans notre région, c'est plutôt le Parti socialiste qui est la force de résistance historiquement et qui... Est-ce que c'est en train de changer? Donc, est-ce que le point d'équilibre a bougé vers la gauche et donc vers une gauche plus radicale? Là, de facto, ça va changer puisque les candidats qui seront présentés seront dans 17 cas sur 30 des candidats de la France Insoumise. Donc, ça va changer mécaniquement, rien que par ce jeu-là. Et est-ce que les électeurs vont marcher? Par exemple, Serge Danilo, est-ce que le vote Mélenchon comme leader de la gauche, est-ce qu'en Pays de la Loire, ça a une réalité? Est-ce que ça colle avec l'imaginaire collectif de gauche, dans une gauche ligérienne? Dans une gauche ligérienne qui est marquée par la forte présence du Parti socialiste depuis plus de 30 ans maintenant. Aujourd'hui, alors si je reprends un petit peu le cas sartois, il y a 3 candidats, 3 circonscriptions sur 5 qui sont réservées à la France Insoumise, au NUPES. C'est assez étonnant de par le score qu'a obtenu Jean-Luc Mélenchon, qui est un peu plus faible que ce qu'il a obtenu en plus au niveau régional. Du coup, localement, c'est une clé de bras. Ça a été un vrai bras de fer, et une clé de bras, certainement, oui. Excusez-moi, mais quand on regarde la Loire-Atlantique, une seule circonscription pour le Parti socialiste, sur les 10 circonscriptions, on pourrait se dire, mais c'est pas possible. Mais en même temps, quand on regarde strictement, et c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, les résultats de la présidentielle, si on regarde à Nantes, le score d'Anne Hidalgo à Nantes, il est à peine plus important que celui qu'elle fait nationalement. On parlera des socialistes. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça a tout structuré. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, indépendamment des réalités locales, des baronnies, des scrutins précédents et de tout l'historique, là, on négocie un accord électoral pour une élection qui a lieu dans 5 semaines. Le patron, c'est Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, c'est comme ça qu'il a dicté son rythme. Peut-être en surestimant son propre score, parce qu'il y a eu aussi une mécanique de vote utile à gauche incontestablement, mais il n'empêche que lui, il regarde les chiffres, et puis c'est ça, ou alors vous disparaissez. Jean-Luc Mélenchon, patron à gauche, Jean Rivière? Oui, c'est incontestable. On ne peut pas parler de région rouge comme vous le disiez dans la petite introduction. Mais quand on regarde... a vu sur la carte électorale que le vote Mélenchon est assez stable finalement dans la région. Il est assez stable et il s'appuie sur des zones de force qui étaient déjà établies en 2017. D'abord, ce sont le cœur des centres-villes. Mélenchon fait 25 des inscrits ou 33 des exprimés à Nantes, qui est une mairie socialiste. Donc le rapport de force, localement, il est ancré très clairement. Et quand on regarde et qu'on change d'échelle d'un petit peu plus près et qu'on travaille à l'échelle du bureau de vote, comme je le fais souvent, on s'aperçoit qu'en fait, on a 2 types de quartiers dans lesquels on a des votes
vote pour Mélenchon, ou la France Insoumise, qui sont beaucoup plus élevés. Des quartiers comme l'île de Nantes, ces secteurs embourgeoisés périphériques, avec une gauche jeune, urbaine, très diplômée. Et puis les quartiers populaires de grand ensemble, où il s'est passé quelque chose, où l'abstention est certes plus forte, mais elle aurait pu aussi être plus forte, notamment au regard de l'absence de campagne réelle. Le vote Mélenchon y a marché. Et le vote Mélenchon est extrêmement puissant pour celles et ceux qui ont été votés dans ces quartiers. C'est un vote plus d'adhésion et un peu plus d'efficacité chez les quartiers dits bobos ou qu'on aurait pu imaginer chez Jadot. Alors moi, je n'utilise pas la catégorie du vote bobo parce que je viens de sortir un bouquin qui s'appelle L'illusion du vote bobo. Je le sais bien. J'ai bien compris. Pour ça, il faudrait d'abord demander aux électeurs, il faut être très prudent par rapport à ce qu'on peut faire dire des cartes parce qu'il y a la question de leur construction, etc. Moi, je pense que dans ces quartiers populaires, il y a une partie forte de vote d'adhésion. Jean-Luc Mélenchon est un des rares qui n'a pas été à cette manifestation appelée par le syndicat Alliance, qui parle de créolisation, qui parle de violences policières structurelles, qui parle évidemment d'augmentation du SMIC et de réduction des inégalités. Et je pense que ça fait partie de messages qui font écho dans ces fractions de l'électorat. On parlait à l'instant du vote bobo. Ça va nous permettre de parler un petit peu de l'électorat écolo, qu'on définit souvent comme un électorat bobo. Bon, là, les résultats à la présidentielle ne sont pas brillants, un petit peu mieux que dans le reste du pays, mais on reste à 6%. 5 circonscriptions pour les Verts. D'abord, juste Jean Rivière là-dessus, est-ce que c'est un vote bobo, le vote écolo ? Vous n'êtes pas vraiment de cet avis. Il n'est pas homogène, en tout cas. En tout cas, moi, je propose de réfléchir en d'autres termes, notamment en réfléchissant d'un point de vue générationnel. Le vote pour Yannick Jadot, en tout cas, là où il est le plus fort, il s'agit de quartiers plutôt des classes moyennes supérieures, fortement diplômées, très urbaines. Quand on regarde la carte du vote écologiste, elle ressemble d'ailleurs, quand on regarde au moins à l'échelle régionale, à celle du sociologiquement. Sociologiquement, à celle du vote Mélenchon. Enfin, géographiquement, la carte se ressemble. Sociologiquement, ce ne sont pas les mêmes groupes auxquels on a affaire. On est beaucoup plus haut dans les hiérarchies scolaires, sociales, socioprofessionnelles, de revenus. C'est pour ça qu'on est des bobos. Du côté de, je sais que vous aimez pas, mais du côté de Yannick Jadot. 5 circonscriptions pour les Verts, Arnaud Leclerc, c'est pareil, est-ce qu'ils s'en sortent plutôt bien, autant que le Parti Socialiste, on va en parler dans un instant, mais 5 circonscriptions dans la région ? Ils s'en sortent presque mieux, parce que pour le coup, en l'état, ils n'ont pas été une force très importante dans le paysage politique ces dernières années, surtout lorsqu'on est dans une configuration comme les législatives, parce que tout le débat tout à l'heure, c'est, n'oublions pas, c'est 577 élections locales et pas seulement une élection nationale. Hein. Donc, avoir 5 circonscriptions, c'est surtout le fait qu'ils ont été très vite à l'accord. Donc ça veut dire que c'est la ligne Rousseau qui a gagné sur la ligne Jadot. Nationalement, c'est assez clair ce qui s'est passé. Est-ce que ça colle, cette ligne Rousseau, si on peut l'appeler comme ça, avec la tonalité de ce que peuvent être les écologistes dans la région ? En tous les cas, l'électorat qui est derrière a une aspiration, effectivement, franchement, de transformation très importante, que peut-être la ligne Rousseau a plus incarnée. Finalement, le vote Jadot n'était pas forcément un vote d'adhésion, justement, dans notre région, Pays de la Loire. Ce n'était pas forcément la ligne majoritaire au sein des écologistes. C'est dur à dire. Ce qu'on voit, et on pourrait faire le parallèle avec le parti qu'on évoquera après, le Parti Socialiste, c'est qu'il y a une sorte de revanche des partis dans cette histoire, sur leurs propres candidats. C'est-à-dire que vous avez Yannick Jadot qui incarnait une écologie ouverte vers l'Europe, une écologie dite jusqu'à présent de gouvernement, et vous aviez la ligne Rousseau, Éric Piolle, beaucoup plus dure et radicale, et c'est cette ligne-là, proche des mélenchonistes, hein, quelque part. Il faut imaginer, il faut se rappeler des insoumis, oui, parce qu'il faut imaginer et se rappeler, par exemple, que à Grenoble, Éric Piolle gouverne depuis 2014 avec les insoumis, première adjointe insoumise, etc. Et donc c'est cette ligne-là, Rousseau-Piolle, qui a peut-être dicté l'accord vers Mélenchon, un peu comme finalement vous avez la ligne du parti Olivier Faure qui dicte l'accord, qui tord peut-être le bras, parce qu'Anne Hidalgo, quand on se rappelle tout ce qu'elle a dit sur Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, on peut douter du fait qu'elle ait été ravie que le parti prenne cette orientation-là. Alors justement, on va voir dans le détail les conséquences de cette alliance pour les écologistes et donc aussi pour les socialistes. C'est un petit peu un grand chamboule-tout régional qu'on a vécu ces derniers jours, et c'est Éléonore Duplay et Nicolas Guilbault qui nous racontent. Ils étaient les premiers à signer cet accord. Lundi, Europe Écologie Les Verts se voyait garantir 5 candidats dans les Pays de la Loire, inespérés après leur faible score à la présidentielle. Aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de relever un espoir pour concrétiser les réponses qu'on a en commun et qu'on a travaillé dans un accord programmatique avec 100 points. C'est quelque chose de fondé sur du fond, sur du concret, sur des réponses aux défis de l'urgence sociale et climatique, puisqu'on ne peut pas rester 5 ans
à dénoncer cela et ne pas avoir des pouvoirs d'agir directement. À Nantes, la 4e circonscription de Loire-Atlantique sera donc investie par Julie Lahernos. Jeudi, dès l'annonce d'un accord, la socialiste Anne Pédron annonçait son retrait pour soutenir la candidate écologiste. Mais la scission menace les rangs des socialistes. Depuis la Sarthe, Stéphane Le Foll se fait le porte-voix des dissidents. La bataille sur législative, je la conduirai, mais je ne la conduirai pas dans le cadre de cet accord. Je l'ai dit ce matin de manière très claire. S'il se réjouit de l'union de la gauche, Dominique Rimbourg, chef de file des socialistes en Loire-Atlantique, estime que le compte n'y est pas tout à fait. Le PS a quand même assez peu de candidats. Je sais parfaitement que le score était faible, mais en revanche, c'est un parti implanté. Et une élection législative, ça se gagne à la fois avec les résultats d'élections présidentielles et en même temps avec l'appui des forces locales. À Saint-Nazaire, cela s'annonce compliqué. Xavier Perrin, candidat socialiste, ne veut pas se retirer. C'est Mathias Tavel, conseiller régional de la France Insoumise, qui serait investi. Mais sans attache à Saint-Nazaire, le seul programme d'union de la gauche suffira-t-il à le faire élire ? Nous disons que nous ne ferons pas une politique de réduction des services publics, que nous désobéirons sur la question, par exemple, du travail détaché que nous voulons interdire. Voilà, quand on prend les choses par des biais très concrets, on se rend compte que finalement, la distance entre nous n'est pas si grande. Avec l'accord, les socialistes pourront être présents dans 5 circonscriptions des Pays de la Loire, bien moins qu'avant, mais bien plus que le faible score 2,03% d'Anne Hidalgo pour la présidentielle dans notre région. 2%, on voit que la gifle est véritablement historique. Et pourtant, 5 circonscriptions, quand même, Arnaud Leclerc, finalement, on s'en sort pas si mal du côté des socialistes. On ne peut pas regarder des élections législatives uniquement à partir des lunettes de la présidentielle. C'est pourtant ce qui a été fait nationalement. C'est comme ça qu'a été construit l'accord et c'est bien pour ça que localement, un peu partout en France, il pose plein de difficultés et qu'il y a des résistances d'un peu partout. Parce qu'il est évident qu'il y a des personnalités qui sont ancrées localement et des forces politiques qui sont ancrées localement. Or, dans les législatives, je le redis, c'est 577 élections locales d'abord. Et de ce point de vue, le Parti socialiste est évidemment, en particulier dans notre région, une force implantée et puissante. Donc, vouloir apporter de nouveaux candidats avec une nouvelle étiquette, même si c'est sous la dynamique d'une union populaire, on va voir ce que ça va donner, mais ça peut être aussi tout à fait calamiteux, potentiellement, et ça peut être aussi tout à fait un cadeau pour les candidats d'Emmanuel Macron qui, quelque part, vont se retrouver peut-être privés d'opposants crédibles. Alors, il y a des symboles très durs, on l'a vu, notamment cette 3e circonscription de Loire-Atlantique. Historiquement, c'est la circonscription de Jean-Marc Ayrault. Elle passe côté insoumis. Ça a été dur à avaler pour les socialistes. Ah, ça a été dur à avaler. Ils ont poussé jusqu'au bout pour essayer de l'arracher, pour pouvoir positionner Karine Daniel sur cette circonscription, ici en Loire-Atlantique. Après... C'est la fin d'une époque ? On peut dire comme ça ? C'est-à-dire que, encore une fois, et n'en déplaise à Arnaud, effectivement, c'est le score de la présidentielle qui dicte cet accord électoral. Mais on peut le voir autrement aussi. On peut se rappeler que lors des législatives d'il y a 5 ans, au 2e tour, face aux macronistes qui avaient tout raflé, en tout cas en Loire-Atlantique, il y avait plus d'insoumis que de socialistes, il me semble-t-il, plus de mélenchonistes. Donc, certains partisans au sein du Parti socialiste de signer cet accord nous rappelaient que, déjà la fois d'avant, le Parti socialiste, certes, était présent au premier tour, mais éliminé du second tour, et que là quelque part la hiérarchie date d'il y a 5 ans, c'est ça que vous voulez dire. Oui, et que là quelque part le fait d'avoir moins de candidats, mais que lorsqu'on en a un, il représente tout le monde, ça lui garantit peut-être plus de chances d'être au second tour. C'est un peu ça la logique. Après, il y a des symboles, effectivement, et Jean-Marc Ayrault, il a parlé de rafistolage, sans même évoquer sa propre circonscription, mais on sentait qu'il était dépité. Après, il y a 3 lignes au Parti socialiste. Il y a les totalement contre, Stéphane Le Foll, et Serge nous en parlera, c'est le département sur lequel il est expert. Donc Stéphane Le Foll, François Hollande. Il y a les totalement pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais en tout cas, ceux qui sont allés négocier, notamment Clergeau, en Loire-Atlantique, Christophe Clergeau, qui était dans la négociation. Et puis, il y a ceux qui sont au milieu. N'oublions pas quand même cette position étrange de quelqu'un comme Johanna Roland, maire de Nantes, qui à la fois nous dit il faut un dialogue, il faut un accord, parce qu'il faut quand même qu'on existe, et en même temps, oui, mais avec toute une série de points de divergence, et je soutiens l'accord, je veux qu'on le signe, mais je ne veux pas me rallier à tout. Enfin, il y a 2 lignes, évidemment. Serge Danilo, vous qui venez de la Sarthe, la ligne incarnée par Stéphane Le Foll, est-ce qu'elle a un avenir, cette ligne qui dit pas d'accord, en gros, reconstruisons plutôt d'abord chez nous avant d'aller vers les autres ? Est-ce qu'elle a un avenir
au sein du Parti socialiste, ça va se tendre de plus en plus. Ça s'est tendu depuis le début de la semaine. C'était déjà tendu. On connaît les rapports entre Olivier Faure et Stéphane Le Foll qui n'ont jamais été très, très chauds. Ils s'étaient bataillé le poste de premier secrétaire il y a 4 ans maintenant. Et là, il y a sa propre suppléante qui pourrait être du coup investie sous la bannière NUPES. Alors, il y a eu un premier élément en fait en début de semaine où cette circonscription-là, qui est celle de Stéphane Le Foll, qui l'avait ravi en 2012, cette circonscription-là, au départ, était donnée peut-être à un candidat communiste. Et alors là, ça a tendu encore plus. Aujourd'hui, c'est la députée sortante. Il ne faut pas oublier que la Sarthe avait réussi à conserver 2 députés PS dans le naufrage de 2017. Donc Marietta Caramanli, qui là se présente pour un 4e mandat. Également sous la bannière NUPES. Également sous la bannière NUPES, mais qui est du coup en bataille. En opposition de localement avec la fédération du PS de la Sarthe. Donc c'est un puzzle dans le puzzle, on va dire. À l'échelle régionale, Jean Rivière, est-ce que ce qu'on a appelé la social-démocratie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est morte et enterrée, ou est-ce qu'elle pourrait renaître de ses cendres? À qui parle ce PS ligne Stéphane Le Foll? Écoutez, je ne sais pas et je n'ai pas la capacité de lire l'avenir. Ce qu'on peut dire par rapport à ce dont on discutait tout à l'heure, c'est que finalement, évidemment, c'est une question de rapport de force entre organisations. Et que finalement, le Parti socialiste obtient un nombre de circonscriptions qui est 2 fois plus élevé que ce qu'il aurait obtenu sur la seule base de 1,7%. Comme le disait Arnaud Leclerc, c'est normal, c'est-à-dire que cet accord, il est modulé. On a tenu compte des spécificités locales. Oui. Et il ne faut pas oublier, regarder un petit peu d'histoire. Et d'ailleurs, c'est Olivier Faure qui le disait dans son discours au Congrès national hier. Quand le PS était hégémonique à une époque, il a imposé et tordu le bras beaucoup plus fortement que ce qui lui est arrivé depuis quelques jours à ses partenaires de l'époque, de la gauche plurielle, dans les constructions de coalition. Donc il y a un renversement de rapport de force et il s'exprime aussi dans la région comme ailleurs. Et dans la région, les socialistes gouvernent aussi localement des villes, évidemment à commencer par Nantes. Est-ce que ces places fortes socialistes, est-ce qu'elles sont menacées à terme ? Elles seront menacées à terme si les grands élus socialistes ne sont que des gestionnaires d'une situation et rien d'autre. Autrement dit, et c'est peut-être la question, quel est l'avenir de la social-démocratie, ce parti il doit se réinventer, y compris intellectuellement. C'est opération clarification, dit Manon Aubry de la France Insoumise. Je crois que la position de Johanna Rolland, qui est de dire finalement, bon, cet accord, il faut le signer, il est purement électoral, mais ça n'engage à rien, la suite devrait être construite autrement après, c'est une position de quelqu'un qui défend une optique social-démocrate et qui pense qu'il va falloir contribuer et reconstruire entièrement quelque chose d'autre, sans doute très à l'écart de l'accord électoral d'aujourd'hui. Donc, en tout cas, elle prend les circonscriptions. L'interrogation qu'on peut avoir, et qui est assez bizarre sur ce terrain-là, c'est qu'en l'état, ceux qui défendent le Parti socialiste historique, cette ligne social-démocrate, sont ceux qui l'ont tué. C'est-à-dire c'est François Hollande et ses collaborateurs. Donc c'est bizarre qu'il n'y ait pas une nouvelle génération de jeunes maires de grandes villes, etc. Ça aurait pu être Johanna Rolland, Nathalie Appéré à Rennes. Exactement. Mais elles n'ont peut-être pas dit leur dernier mot, parce que là, l'idée, c'est peut-être on accepte cet accord pour avoir le groupe à l'Assemblée, parce que le groupe à l'Assemblée, c'est aussi les financements du parti, et de cet accord dont on est finalement tenu jusqu'au 19 juin. Après, de toute façon, hop, c'est fini, parce que c'est une cohabitation peu probable, donc vraisemblablement une majorité LREM à l'Assemblée, enfin en tout cas ça serait peu de chance, un mot là-dessus quand même, peu de chance. On a vu la carte tout à l'heure des circonscriptions, comment elles se répartissaient en fonction des forces de gauche. On va voir une autre carte, c'est une projection de ce que pourrait donner un second tour aux législatives à partir des résultats à la présidentielle, et c'est une carte qui est assez instructive, où on voit que finalement cette alliance des gauches, elle peut arriver au second tour, elle peut même être en triangulaire également dans certaines régions. Vous voyez, le rose et le jaune pour les triangulaires, c'est peut-être une bonne opération quand même, électoralement. Alors là, il faut être très prudent quand même, parce qu'il ne faut jamais oublier que lorsqu'on a une législative qui suit une présidentielle, en règle générale, la mobilisation ou la démobilisation ne s'opère pas de la même manière dans l'ensemble du spectre politique. Ça ne présage pas des résultats de en règle générale, celui qui a gagné la présidentielle a un effet de booster et son électorat est mobilisé, alors qu'à l'inverse, ceux qui ont perdu la présidentielle ont une très grande difficulté à mobiliser. Et on a bien vu que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, en parlant de troisième tour, en disant qu'il voulait se faire élire Premier ministre, était précisément d'enjamber ce deuxième tour
de la présidentielle pour pouvoir continuer à mobiliser son électorat sur la législative, parce qu'il y a un grand risque de démobilisation, bien entendu. Mélenchon Premier ministre, c'est encore une utopie, même avec un accord assez large. Il faut 289 élus, disons, c'est complètement hors de portée, il n'y a aucun doute là-dessus. L'enjeu, c'est pas de construire une majorité, l'enjeu, c'est d'avoir un très fort groupe et donc une très forte mobilisation. Cette carte-là, elle pourrait laisser croire aux téléspectateurs qu'il y a une probabilité, entre guillemets, que ça devienne très rose. C'est très certainement pas ça qu'on aura au deuxième tour de la législative. Serge Danilo, pour prendre des pincettes. D'autant plus que sur cette projection, on parle de triangulaire. Il ne faut pas oublier qu'il faut 12,5% des inscrits pour parvenir au deuxième tour. Donc une forte participation. Donc une très forte participation. En 2017, il y avait moins d'un électeur sur deux qui s'était rendu aux urnes aux législatives, ce qui quand même rend très peu probable des triangulaires. Alors il y a un élément quand même qu'a apporté cette union des gauches cette semaine, c'est peut-être de mettre encore plus la pression sur la majorité présidentielle autour de La République En Marche, rebaptisée, vous l'avez certainement noté, Renaissance. Alors premier, on peut s'arrêter d'abord sur ce nom, il fallait faire un petit peu de com, du marketing politique là. Moi, je suis toujours sceptique sur ces changements de nom. J'avoue que j'ai du mal à voir. On est passé du RPR, pour pas remonter encore plus loin, à l'UMP, puis aux Républicains. Là, maintenant, LREM, ça a pas... Alors, c'était En Marche, puis La République En Marche. Maintenant, Renaissance. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Ça traduit peut-être... Une fébrilité ou un besoin de renouveau. En tout cas, le besoin du chef de l'État d'essayer de convaincre que son deuxième quinquennat ne sera pas la copie du premier, pour justement ramener encore à lui quand même ceux qui étaient déçus, mais qui sont quand même allés voter pour lui, pour faire barrage à Marine Le Pen au second tour. Et d'ailleurs, on sait qu'il n'aimait pas du tout le slogan, le refrain que chantaient ses militants dans les meetings, là. Et 1 et 2 et 50 plus, et 1 et 2 et 50 plus. Il ne supportait pas ça, parce que lui, justement, il disait, c'est pas 50 plus, je veux faire entrer l'idée que c'est un nouveau Macron qui arrive. Donc nouveau Macron, nouveau parti. Bon, pour une nouvelle politique, ça reste à prouver. Alors on va se replonger sur les résultats de la présidentielle. 7 points de plus quand même pour les marcheurs au premier tour en Pays de la Loire. Jean Rivière, finalement, quel est cet électorat ? Est-ce qu'il peut aussi se mobiliser pour les législatives ou voilà, comment on peut faire 7 points de plus il y a 15 jours et là, en se projetant, dire attention, on n'est vraiment pas sûr d'avoir un grand chelem en Vendée, en Loire-Atlantique, comme c'était déjà le cas. Comment on traduit cette dynamique-là électoralement ? Alors, au-delà du nom, effectivement, ce qui change le plus dans le paysage et la carte électorale, mais aussi dans la sociologie des soutiens, c'est du côté du vote pour Emmanuel Macron. Finalement, on s'aperçoit que sa sociologie et sa géographie a changé. Il s'agissait plutôt d'espaces intermédiaires quand on était en 2017. Là, en 2022, c'est devenu un vote de droite. Espace intermédiaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi à gauche ? Non, c'était plutôt des espaces dans les quartiers nantais, des espaces intermédiaires. Une carte qui était finalement inconnue quand La République En Marche est arrivée. Et puis moi, ce qui m'a le plus frappé en travaillant à l'analyse, notamment cartographique des résultats, c'est le fait de voir que le vote pour Emmanuel Macron en 2022, c'est la géographie du vote François Fillon en 2017. C'est devenu un vote de droite très classique, et c'est devenu un vote de classe supérieure, de gens très âgés. Et pour répondre à votre question sur les législatives, on sait que, en fonction de la composition, à la fois démographique et puis socio-professionnelle de chacune des coalitions électorales, il y a des coalitions plus ou moins abstentionnistes. Et celle d'Emmanuel Macron, on voit qu'avec à la fois les groupes les mieux situés dans les hiérarchies sociales et en termes d'âge, ce sont les gens qui vont tout le temps voter quoi qu'il arrive. Serge Danilo, ces gages donnés à la droite et à l'électorat qui a pu se mobiliser il y a 5 ans pour François Fillon, notamment dans la Sarthe, est-ce que ça peut fonctionner pour les législatives qui arrivent ? On l'a vu sur les résultats, les derniers résultats, c'est très marquant ce que vous disiez à l'instant, où plus on s'écarte de la couronne de l'agglomération mancelle, plus le vote Emmanuel Macron diminue en fait, et mécaniquement, celui de Marine Le Pen gagne du terrain et s'inscrit maintenant dans un long terme dans le département de la Sarthe. Ce coup de barre à droite, ça veut dire que, par exemple, le parti Horizon d'Édouard Philippe a évidemment un coup à jouer. On l'a vu cette semaine, il a pris de l'importance, avec des circonscriptions nombreuses aussi à l'échelle nationale, une 60aine de circonscriptions. Ça peut être une sorte de sas entre les Républicains, la République En Marche. C'est le rôle qu'il va jouer désormais. Mais je crois qu'il faut regarder ça un tout petit peu globalement. C'est-à-dire que si on prend le bloc Emmanuel Macron jusqu'aux Républicains, ce bloc-là, même dans notre région, il a perdu des voix. Simplement, entre 2017 et 2022, Emmanuel Macron, il a siphonné les Républicains. Mais le bloc, il a diminué. Alors, on voit bien que l'électorat républicain, historiquement, il est perdu, il est en déshérence et il cherche. Et donc, effectivement, le parti Horizon
peut-être un débouché, mais l'exemple de la Vendée, de ce point de vue-là, est emblématique. L'électorat en Vendée, il est clairement passé des Républicains à Emmanuel Macron d'une manière très forte, très nette. Et on voit bien qu'il va y avoir des difficultés pour les Républicains en Vendée à réexister. Et ça peut être des forces comme Horizon qui prennent le pas. Alors on voit que ça bouge très très fort en ce moment au centre et à droite de l'échiquier politique. Des grandes manœuvres que nous raconte une nouvelle fois Éléonore Duplay. Regardez. La joie dans le QG nantais, La République en marche. Au soir du second tour, les militants fêtent la victoire d'Emmanuel Macron, mais avec une certaine gravité. Tous sont ici conscients du phénomène des votes barrages et d'une autre bataille qui vient de commencer, celle des législatives. On s'ouvre à la droite et à la gauche, en marche. Et l'outil pour cela pourrait être Horizon, parti d'Édouard Philippe, allié de la majorité présidentielle, et dont Luc Boire, maire de La Roche-sur-Yon, est l'une des figures dans les Pays de la Loire. Dès le mois de novembre, des gens des LR, des gens du PS nous ont contactés pour rejoindre le mouvement. Et puis ça s'est accéléré évidemment avec l'élection présidentielle, entre les deux tours, et depuis l'élection du président de la République, effectivement, un certain nombre de personnalités sont venues nous rejoindre ou nous interrogent. Parmi ces personnalités, Yannick Favennec, député UDI de la Mayenne, serait cette fois candidat pour siéger aux couleurs d'Horizon. Coup dur pour les Républicains, dont l'UDI est l'un des partenaires avec le Nouveau Centre. Après le faible score de Valérie Pécresse, la droite semble chercher sa place, alors que son programme présente des points communs avec celui de la majorité présidentielle. Nous, on s'inscrit dans un schéma d'opposition constructive. On va envoyer nos candidats à la bataille des législatives pour remporter le maximum de circonscriptions. Et puis, tous les projets de loi qui iront dans le bon sens, en tout cas dans le sens de nos convictions, on les votera et à demain s'il le faut. Et puis là où on est plus réservé, on ne le votera pas ou on essaiera d'amender les textes. Position compliquée, comme en témoigne le communiqué très ambigu de Christelle Morancet. Après que des rumeurs l'aient présentée comme une ministre potentielle, la présidente LR de la région Pays de la Loire revendique pour l'instant sa liberté. Voilà ce communiqué de Christelle Morancet qui a fait beaucoup réagir cette semaine. Je suis libre, dit-elle, tout en fermant la porte a priori à un poste dans le prochain gouvernement. Comment il faut lire ces rumeurs qui l'entouraient et cette prise de position ? D'abord, je crois qu'il faut lire les premières lignes du communiqué où elle dit que les gens des Républicains la traitent de vendue. Et donc, on peut déjà se poser une première question. Ni vendu, ni rallié, dit-elle. Oui, mais en même temps, comment pouvoir rester dans un parti politique lorsque les gens qui sont à bord vous traitent de vendus ? Ce qui est, au-delà du cas personnel de Christelle Morancet, une vraie interrogation sur ce qu'est aujourd'hui ce parti et son avenir, qui est franchement très incertain. C'est une machine qui est en train d'imploser. Certes, il y aura sans doute quelques personnes à vouloir maintenir la maison debout, mais sans doute fort peu. Et ce sont les forces qui sont en train d'émerger autour d'Horizon et sous des noms différents, à droite ou dans la droite radicale pour certains et certaines, particulièrement dans le sud de la France, un peu moins dans notre région à nous. On voit l'implosion s'opérer, là, très clairement, sous nos yeux. Et de l'autre côté ligne Bruno Retailleau, pourrait-on dire, celle qui dit surtout pas d'accord, restons chez nous. Est-ce qu'elle a un avenir, cette ligne, dans notre région ? Alors, en tous les cas, je pense qu'ils sont tous d'accord pour le moment pour essayer de tenir la maison LR jusqu'aux législatives. Parce que là, ça serait quand même une catastrophe pour leurs candidats sur le terrain. Donc, ils essaient de tenir. Mais avec des perspectives assez faibles en termes de derrière, résultats. Je pense que l'éclaircissement, il sera très rapide derrière. Il y aura un éclatement des Républicains, ça c'est à n'en pas douter, dès le lendemain des législatives. Et qui gagnera la partie dans notre région ? Il y a plus d'acteurs politiques à vouloir travailler avec Emmanuel Macron dans notre région. C'est ça aujourd'hui l'ADN de la droite ligérienne. Elle est plus côté Macron que sur la ligne, sur une ligne plus radicale. On peut prendre les grands leaders. C'est déjà le cas, entre guillemets, de Christophe Béchu qui vient de là et qui est parti vers Emmanuel Macron. Mais c'est le cas de Franck Louvrier. C'est le cas quelque part de Christelle Morancet qui est plus Macron-compatible qu'elle n'ira de l'autre côté et ainsi de suite. Pour ça, je suis pas persuadé qu'elle a fermé la porte en lisant son communiqué. C'est ce qu'elle nous a dit en off hier. Qu'elle ferme la porte définitivement. Je pense qu'elle s'apprête à fermer la porte des Républicains. La meilleure manière pour le moment, de ne pas froisser celui qui potentiellement peut vous nommer, c'est-à-dire en l'occurrence Emmanuel Macron, c'est déjà de commencer à dire
non, je ne commande pas, moi je suis chez LR, je suis à la région, j'ai le Surtout ne pas demander. Oui, surtout ne pas demander. Ouais. Plus vous demandez, plus vous agacez, plus vous froissez, plus vous pouvez faire pchit à un effet de surprise, parce qu'effectivement, Morancé à Matignon, on nous avait dit une femme de gauche. C'est une femme, oui, ça, il n'y a pas de doute. De gauche, on peut... Là, il y a mal donne. Mais ce qui est intéressant sur cette recomposition, c'est que ce à quoi on assiste chez LR aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a vécu au Parti socialiste il y a 5 ans. En fait, Emmanuel Macron a fait disjoncter le Parti socialiste il y a 5 ans avec les sociodémocrates qui sont partis chez Macron et les frondeurs qui sont... Et on a vu ce que ça a fait 6%. Et là, on a exactement la même chose avec maintenant, chez LR, la branche Retailleau d'un côté et la branche qui se tourne vers Emmanuel Macron de l'autre. Mais c'est très... pas alors derrière, quel électorat? Jean Rivière, on va regarder, c'est l'évolution de l'électorat LR en 5 ans sur les chiffres de la présidentielle. Et on va voir cet effondrement qui visuellement est frappant entre la candidature Fillon et la candidature Pécresse. LR quasiment rayé de la carte dans notre région. Est-ce qu'il reste un électorat Les Républicains? Et si oui, quel est-il? Où est-il? Alors, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, l'analyse des données et leur cartographie à plusieurs échelles valide ça. En 2017, La République En Marche avait fait exploser le centre-gauche, et notamment le Parti socialiste. Et là, on observe exactement la même chose. Sur la base du vote Fillon en 2017, en fait, on voit 3 cartes qui sont identiques, ou quasiment, avec celle du vote Macron, celle du vote Pécresse, qui garde les mêmes reliefs finalement, mais avec des très bas os, et celle du vote Éric Zemmour. Le vote d'Éric Zemmour est un type de vote d'extrême droite particulier. Et moi, je parlais d'une forme de radicalisation de certaines fractions, notamment traditionnalistes de la bourgeoisie. Quand on regarde dans une ville comme Nantes, où Éric Zemmour fait-il ses meilleurs scores? Autour de Mons-les-Procès, autrement dit les quartiers les plus riches dans les données de l'INSEE. Et c'est dans le 16e arrondissement parisien, dans le 8e arrondissement parisien. On voit certaines zones du littoral vendéen, par exemple. On voit celui du Var ou les Alpes-Maritimes, plus loin dans le sud. Ce sont aussi des zones qui sont des espaces de villégiature de la bourgeoisie. Et on voit qu'on a en fait 2 extrêmes droites avec des géographies et des sociologies très différentes entre d'un côté celle d'Éric Zemmour et celle de Marine Le Pen. Alors côté LR, on a bien compris qu'on allait quasiment devoir faire un trait sur ces législatives. Et pourtant, derrière, il y a 5 ans avant la prochaine présidentielle, est-ce qu'on peut imaginer une recomposition chez nous, en Pays de la Loire, et que, tel le Phénix, LR renaisse de ses cendres sur une ligne ou sur une autre? Ou est-ce que le parti est définitivement sorti du jeu? Ça, c'est une question difficile. Quelque part, c'est la même situation que pour le Parti socialiste. Ils perdent un coup très violent, derrière une probabilité d'avoir un très faible nombre de députés, et donc, ne l'oublions pas, un très faible financement de la structure du parti pour les années derrière. Donc ça ouvre une perspective de vache maigre, plus des tensions entre 2 pôles forts qui attirent, soit le pôle de la droite radicale, soit le pôle Macron. Donc un risque de se vider. Est-ce qu'on peut, sur cette base-là, reconstruire quelque chose qui soit crédible et qui puisse attirer? Aujourd'hui, ça paraît peu probable. Il y a quand même 2 grandes forces, droite radicale avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui sont à ce point puissantes qu'il me paraît difficile d'avoir un espace et une cohérence pour exister entre les deux. Je pense que du côté du Parti socialiste comme du côté des Républicains, je pense que on parlait de 577 élections locales. Je pense que ceux qui pourront s'en sortir, ils s'en sortiront par leur notoriété, leur enracinement local. C'est peut-être ceux-là qui pourront nager encore. On va passer sans accord, juste peut-être que LR aura moins de députés que le Parti socialiste, qui est moins présent en nombre de circonscriptions, mais qui, par l'effet mécanique de l'accord, pourra peut-être sauver plus de bastions. C'est ça, et ça, quelque part, avant l'élection présidentielle, on ne l'aurait pas parié. Il faut se mettre à la place là des militants et des candidats LR aux législatives. C'est terriblement compliqué pour eux. D'abord parce que le score de moins de 5% de Valérie Pécresse, ils n'y pensaient pas. Donc ils sont engagés financièrement, eux, avec des prêts qui leur auront été accordés pour aller mener leur campagne locale sur la base de « ne vous inquiétez pas, je suis investi par un parti qui fera plus de 5% forcément, donc il y aura de l'argent ». Enfin, vous voyez toute cette mécanique-là. Et quand on prend juste l'exemple de la Loire-Atlantique, et je termine là-dessus parce que pour pas être trop long, mais Franck Louvrier, qui est censé être le président de la fédération et qui lui fait des appels du pied à Emmanuel Macron, voire des coups de klaxon, des coups de gyrophare, voilà. Mais je ne veux pas passer 5 ans sur le banc de touche. Ah oui, mais alors peut-être sur le fond, pourquoi pas et tout, mais n'empêche que au sein même des militants et des candidats investis de son propre parti, la pilule, elle est un petit peu dure à avaler. Sachant que pour la plupart, ils ont été investis début décembre en tant que candidats, à une époque où les Républicains pensaient réellement
être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et le décor a bien changé. On va revenir sur ces résultats de la présidentielle pour évoquer évidemment l'extrême droite. On n'entend pas beaucoup le Rassemblement national ces derniers jours. Et quand on l'entend, on a l'impression que pour eux, le match des législatives, en fait, il est quasiment perdu d'avance. Est-ce que c'est le cas ? On pourrait dire oui, d'un certain point de vue. En 2017, on en a eu la preuve. Ils étaient au second tour, ils avaient quand même un score important, 34% nationalement. Et pour autant, ils arrivaient à 7 députés à l'issue de la législative. Donc, on voit bien que pour eux, ce type d'élection, c'est une énorme difficulté. Leur électorat se démobilise beaucoup sur... Ça n'aide pas en disant qu'on a déjà perdu en même temps. Alors c'est sûr, là le discours d'accompagnement n'est peut-être pas le bon, mais c'est de toute façon un obstacle très lourd et il n'y a pas de dynamique de construction d'une plateforme commune avec qui que ce soit, contrairement à ce qui se passe à gauche. Donc ils vont sur cette élection-là, finalement ils ont quelques circonscriptions jouables qui sont essentiellement dans le sud ou carrément au nord, mais dans notre région pas du tout. Sur la sociologie du vote Rassemblement national, on l'a beaucoup commenté, un vote plus périphérique. Est-ce que c'est ce qu'on peut retrouver aussi sur les législatives, ce schéma, cette fracture ville-campagne, ou en tout cas ville-périphérie? Est-ce que c'est comme ça qu'on analyse la sociologie du vote Rassemblement national ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est comme ça qu'est la géographie, mais il faut faire attention à ne pas essentialiser, on pourrait dire, ces catégories géographiques. C'est avant tout, pas un vote périphérique, c'est avant tout un vote populaire. Et pas de n'importe quelle fraction, c'est-à-dire partie des classes populaires, c'est plutôt un vote de fractions stables ou hautes des classes populaires qui sont en quête de respectabilité, qui ont accédé pour une partie d'entre elles à la propriété. On voit d'ailleurs qu'on va regarder ensemble comment évolue le vote en fonction du revenu net mensuel, et c'est assez frappant en effet par rapport Effectivement, les plus précaires ou les plus fragiles dans la hiérarchie financière ou socio-professionnelle, soit ils s'abstiennent, soit ils votent pour la France insoumise. C'est plutôt un petit cran au-dessus dans les hiérarchies sociales qu'on retrouve les votes à l'extrême droite les plus forts. On voit que la dynamique, en tout cas la France insoumise, le Rassemblement national, voilà, ça évolue à peu près de manière symétrique sur cet indice par revenu. Sur le terrain, les électeurs, notamment les électeurs sartois, c'est un département où le Rassemblement national a fait des scores très importants à la présidentielle. Est-ce qu'ils vont se démobiliser ? Comment va se passer la préparation, les quelques semaines à venir avant les législatives ? Alors, la Sarthe, effectivement, une histoire désormais avec le vote FN puis RN désormais. Alors, il s'est complètement divisé depuis 5 ans aussi, le Rassemblement national en Sarthe. Faut pas oublier les dissensions qu'il y a eu entre Pascal Gana, les exclusions avec Pascal Nicot, des anciens conseillers régionaux RN. Donc, c'est pas un parti c'est pas une fédération qui est en bon état, on peut dire. Et c'est un vote, de toute façon, qui vote Marine Le Pen. On ne connaît pas de candidat très implanté. Il n'y en a aucun d'implanté dans le département de la Sarthe pour chaque élection législative. Le fait de campagne marquant à l'extrême droite, c'était aussi l'apparition dans le paysage politique d'Éric Zemmour. Finalement, un score beaucoup plus faible qu'attendu nationalement, c'est aussi vrai dans la région. Est-ce que ça a quand même rebattu un petit peu les cartes, Arnaud Leclerc, cette arrivée d'un nouveau visage à l'extrême droite ? Je ne crois pas beaucoup. Je crois que l'essentiel a été dit par Jean tout à l'heure. C'est quand même un électorat très catholique traditionnel, bourgeoisie élevée, etc., qui est finalement numériquement relativement faible, même si dans notre zone ça existe. Ça n'a pas transformé le paysage et je ne suis pas sûr que pour le Rassemblement national, ce soit un obstacle pour les années à venir. Il n'y a pas eu d'accord. C'était plutôt un coup à jouer pour Éric Zemmour. Éric Zemmour lui-même ne sait pas s'il va être candidat encore aux législatives. Marine Le Pen n'avait aucun intérêt à signer un accord en voyant le score obtenu par Reconquête. Et son électorat va pouvoir aller voter Marine Le Pen, a priori, comme ça s'est passé au second tour. Oui, les reports ont montré que ça se faisait assez aisément, assez facilement. Donc il n'y a effectivement pas beaucoup d'efforts à faire pour que cet électorat Zemmour aille voter Marine Le Pen. Et effectivement, on peut dire qu'il n'a pas transformé le paysage électoral. Par contre, il a sa présence, sa candidature, à part l'écho médiatique qu'elle a eu, elle a contribué quand même à transformer un paysage politique ou idéologique plus large. Elle a contribué à extrême droitiser l'ensemble du débat public. Il faut quand même regarder les travaux qui ont été faits par des collègues du CNRS sur des mesures de temps d'antenne dans des émissions comme Touche pas à mon poste ou d'autres. Quand on regarde finalement et qu'on rapporte le temps de parole dont a disposé Éric Zemmour, en particulier sur CNews, la chaîne dont il a été longtemps journaliste ou chroniqueur, par rapport à son poids électoral, il y a un énorme décalage. Par contre, ça aura contribué à extrême droitiser l'ensemble du débat public. Et ça, ce sont des dynamiques qui étaient déjà présentes avant, mais qui ont été accentuées dans cette campagne. Une sorte de décomplexion de ces idées de droite. À l'origine, quand Éric Zemmour se lance,
le message envoyé, c'est je vais faire la passerelle entre l'extrême droite, enfin en tout cas la droite nationale de Marine Le Pen, et une frange assez radicale de la droite républicaine. Il devait se trouver au milieu. Et sur le schéma qui est derrière vous, Maxime, qu'on voit avec les flèches là, vous l'avez placé à la droite de Marine Le Pen. Et finalement, il y a eu une sorte de décalage et il a réussi par ses postures peut-être encore plus radicales à recentrer, toute proportion gardée, mais à polir un peu les angles du discours de Marine Le Pen. Et elle n'a pas eu grand-chose à faire, finalement. Elle a eu des trous d'air dans sa campagne, effectivement, des moments. Et puis Zemmour s'est effondré dans les dernières semaines, et elle n'a plus qu'à ramasser un peu les fruits qui étaient tombés de l'arbre parce qu'ils étaient mûrs. Alors, on a balayé ensemble tout le spectre politique. Il nous reste quelques secondes avant de refermer cette émission. Je sais que c'est pas simple, mais si on se joue et si on s'essaye au jeu des pronostics pour ces législatives, au vu de tout ce qu'on vient de dire, Serge Danilo, est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises dans quelques semaines ? Il y a 5 ans, on ne s'attendait pas à un raz-de-marée de La République En Marche, même avec la victoire d'Emmanuel Macron. On ne s'attendait pas à un raz-de-marée de La République En Marche en Loire-Atlantique, en Vendée. Alors, cette fois, je me garderais bien de faire quelques pronostics que ce soit. Mais forcément, comme pour tout rendez-vous politique majeur, il y aura forcément des surprises, y compris dans la Sarthe et y compris dans les Pays de la Loire. Arnaud Leclerc, vous tentez le jeu des pronostics ? Bon, franchement, on en est bien incapable, puisqu'on peut dire peut-être 2 choses. C'est le raz-de-marée qui avait été fait en 2017 est très hautement improbable. Donc ça devrait se rééquilibrer. Et après, ce qui est très difficile à mesurer, c'est la dynamique de l'union de la gauche là, qui est en train de se faire. Ça, c'est très compliqué de dire ce que ça va être. Moi, il me semble... carte qu'on a vue tout à l'heure, en tout cas sur les chances pour la gauche d'être au second tour, voilà, c'est surestimé. Il me semble quand même que ce que nous montrent les 2 tours de la présidentielle et le début, c'est quand même qu'Emmanuel Macron a un territoire électoral favorable en Pays de la Loire globalement. Et même s'il reculera par rapport à ce qu'il faisait en 2017, il devrait normalement rester majoritaire. Jean Rivière, en quelques mots, cette carte qu'on voit derrière moi, a priori, ce ne sera pas forcément le résultat du second tour des législatives. Moi, je serais plus prudent que mon collègue. C'est-à-dire qu'est-ce qui a facilité ce raz-de-marée de La République En Marche en 2017 aux élections législatives ? Ce sont les divisions de la gauche dans un contexte où l'abstention était élevée. Donc les seuils d'accès au 2e tour étaient élevés. Là, on voit que les règles du scrutin et les dynamiques des différentes coalitions des partis de gauche qui forment cette NUP ou NUPES, elles peuvent se compléter entre elles. Et que, voilà, je pense qu'on peut avoir des surprises, pas forcément de là arriver à construire un bloc majoritaire, mais voilà, généralement, je suis très mauvais dans les pronostics. 10 secondes, des surprises à attendre. Juste dire que forcément, Emmanuel Macron est connu cette fois, donc il peut avoir fait des déçus, donc je suis d'accord sur le fait qu'il n'y aura peut-être pas ce raz-de-marée, ce vote de confiance. Hein. Après, on passe notre temps à expliquer ce qu'on n'a pas su prévoir, c'est ce que disait Alfred Grosser, on va en rester là. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à cette émission spéciale Dimanche en politique. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ce sera avec Virginie Charbonneau à la même heure. Tout de suite, c'est le journal régional. Très bon dimanche à toutes et à tous.